Bonjour à tous, c'est Guigui d'Ichiban Japan en direct de Tokyo et aujourd'hui avec Crunchyroll, je vous emmène découvrir les différents liens qui existent entre le Japon des animés manga et le Japon de la vraie vie. Avec son histoire, sa cuisine et ses arts, le Japon est une énorme puissance culturelle. Partout dans le monde, on connaît les geishas, les samouraïs, le judo, les sushis ou encore les mangas. Grâce à cette puissance culturelle, le Japon arrive à faire connaître et aimer sa culture et tout ça a un impact sur son économie, avec notamment le secteur du tourisme qui a triplé son nombre de touristes étrangers en seulement quelques années. Et ce qui est intéressant avec les mangas et animés, c'est qu'ils permettent de diffuser de manière naturelle plein d'éléments de la culture japonaise. Donc par exemple, dans chaque animé, il y a toujours un épisode où les cerisiers sont en fleurs et on fait un pique-nique en dessous, un épisode à la plage où on va profiter des plages paradisiaques d'Okinawa, un épisode au Nouvel An où on va faire une petite prière pour la nouvelle année, un épisode avec un date dans un karaoké, sans parler bien sûr de tout ce qui est vie scolaire, avec par exemple les bento le midi dans la salle de classe du lycée, ou bien l'activité des clubs après les cours. D'ailleurs, depuis quelques années, les Japonais semblent avoir vraiment compris l'impact de tout ça, et ils mettent de plus en plus des endroits réels dans les animés et mangas pour développer le tourisme de petites villes dans la campagne. Et donc dans cette vidéo, je vous propose une plongée dans 3 thèmes qu'on retrouve systématiquement dans les animés et mangas. La bouffe, évidemment, les matsuri, les festivals japonais, et les onsen, les sources chaudes du Japon. Et à votre avis, par quoi est-ce qu'on va commencer ? La bouffe, sujet inépuisable qu'on retrouve dans tous les mangas et animés. Il y en a même dont le sujet principal est la cuisine. Food Wars en est le plus bel exemple. L'omniprésence de la bouffe dans les mangas et animés a permis de faire connaître la cuisine japonaise au-delà des simples sushis qu'on connaissait. Mais est-ce que vous êtes sûr de bien connaître les sushis? Allez, on va vérifier ça. Alors avant toute chose, il faut quand même que je vous informe de quelque chose de très important. La blague pas de sushi, c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout, même si je sais que les gens quand ils la font, ils pensent que c'est stylé, mais non. Je vous emmène donc dans mon adresse secrète, ici, dans le petit quartier où je vis à Tokyo, un restaurant de sushi qui est tenu par un couple de papy et mamie. La mamie fait le service et le papy s'occupe tout seul de faire des sushis tous les jours depuis 50 ans. Quand on parle de cuisine japonaise, on pense forcément au sushi, un plat millénaire qui remonte à près de 2500 ans. Il y avait déjà cette association entre le riz et le poisson. Alors le riz permettait surtout de conserver le poisson, ça a évolué au fil des siècles pour donner ensuite la forme que l'on connaît aujourd'hui, qui date plutôt des années 1820. Et donc alors attention, le sushi, c'est pas n'importe quoi, le sushi c'est un art, un plat prestigieux. Et donc un restaurant de sushi, c'est un restaurant qui ne fait que du sushi. Donc vous pouvez oublier les restaurants qu'on a en France, qui font aussi des gyoza, des brochettes, etc. Un restaurant de sushi, il ne fait que du sushi. Et alors au Japon, on trouve plusieurs types de restaurants de sushi, mais le sushi traditionnel, c'est celui qu'on mange au comptoir avec le chef qui les sert juste devant nous. Et donc là, comme vous voyez, le menu, tout est en kanji. Donc voilà, à moins de suivre les cours de Julien Fontanier Sensei, c'est assez compliqué. Alors ici, on a du saumon, des œufs de saumon, de l'omelette, du thon rouge, du calamar, de la crevette, de la dorade et du thon gras. Et donc au niveau de la sauce, on n'a pas la sauce sucrée qu'on a en France, qui a été faite pour s'adapter à nos goûts. On a uniquement la sauce soja salée. Au niveau du wasabi, il est déjà à l'intérieur du sushi, donc je
justement c'est tout le travail du maître de savoir bien doser pour pas arracher le palais. Alors le sushi, ça fait partie des rares plats dans la cuisine japonaise qu'on peut manger avec les doigts, donc avec les baguettes ou bien avec les mains, ça pose pas de souci. Traditionnellement on mange avec les mains, donc aucun problème. Si vous avez du mal à maîtriser les baguettes, prenez avec les mains. Mais sinon, avec les baguettes, on va mettre ici le sushi en PLS, d'accord? On le met en PLS comme ceci. Et donc on trempe uniquement le poisson dans la sauce, pas le riz, surtout pas. Et on mange le sushi en une seule bouchée, donc comme ceci. Après ces délicieux sushis qui m'ont coûté environ 15 €, on va enchaîner avec un autre plat phare des mangas et des animés. Si je vous dis qu'on va tremper la nouille, vous avez deviné, je pense, on va tester le ramen. Alors de base, le ramen, c'est un plat d'origine chinoise. Ça a été importé au Japon au début du XXe siècle, mais c'est devenu très populaire après la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était un plat qui était chaud, pas cher et très nourrissant. Les Japonais ont adapté le plat à leur façon, ce qui fait que aujourd'hui on considère le ramen comme un plat japonais. Alors comme le sushi, le ramen n'est pas un plat que les Japonais mangent à la maison, c'est vraiment au restaurant, mais à la maison on a une variante qui est le cup noodle, les nouilles instantanées. D'ailleurs pour l'anecdote, les cup noodles ont été lancés en 1971 en même temps que le tout premier McDo au Japon, donc c'était justement pour concurrencer le géant américain. Donc le ramen, c'est typiquement le plat qu'on va manger quand on n'a pas beaucoup de temps au resto, ou bien en fin de soirée quand on est bourré, un peu l'équivalent de notre kebab national, hein. Voilà le bide bien rempli avec ce ramen qui m'a coûté environ 6 €. On va quand même faire une petite pause maintenant et je vais en profiter pour vous parler des autres types de nouilles japonaises. Donc on a les ramen d'origine chinoise, mais également pas mal de nouilles d'origine japonaise comme les udon à base de farine de blé que personnellement j'adore, les soba à base de farine de sarrasin qu'on mange souvent pour célébrer des grandes occasions comme par exemple au Nouvel An, et les somen, des nouilles d'été très rafraîchissantes qu'on mange souvent de manière originale puisque on les laisse s'écouler dans une demi-canne de bambou et on essaie de les attraper avec les baguettes. C'est typiquement une activité d'été et on retrouve ça justement de temps en temps dans des mangas ou animés. Bon, le soir est tombé, les loups sont de sortie à la recherche des denrées les plus juteuses et appréciables, et dans un petit quartier comme le mien, le soir rime avec bonne franquette. Donc je vais vous emmener goûter le plat typique du Japon à la bonne franquette, du Japon populaire, c'est l'okonomiyaki. Et on est ici dans un tout petit resto que j'aime beaucoup, tenu par un couple de papy-mamie. Ambiance bonne franquette, et comme dans beaucoup de restaurants d'okonomiyaki, on a une plaque sur la table et on cuisine soi-même son okonomiyaki. Donc l'okonomiyaki, c'est un plat qui est composé de choux, de farine et d'œufs, et ensuite le reste c'est totalement libre, hein. On peut ajouter la viande ou les légumes qu'on souhaite. Voilà, c'est prêt en quelques minutes et c'est vraiment un plat que j'adore, surtout qu'ici la sauce maison est à tomber par terre. Voilà, c'était excellent et ça m'a coûté 4 € l'okonomiyaki. C'est vraiment un plat que je vous recommande de tester, surtout qu'il y a plein de variantes à découvrir en fonction des régions. Bon, alors on fait une comparaison entre les animés manga et la vraie vie, donc je ne pouvais pas ne pas parler un petit peu de la bouffe à l'école, qui est le thème qu'on retrouve partout, tout le temps dans les animés manga. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est si présent? En fait, l'école présente énormément d'avantages dans la création d'un scénario parce que ça instaure un cadre très facile à comprendre qui parle à tout le monde puisque tout le monde est passé par l'école. Ça permet d'introduire plein de nouveaux personnages n'importe quand avec des élèves d'autres classes ou carrément des nouveaux élèves ou même des nouveaux profs. Et puis ça laisse la place à énormément de thèmes, la romance, le sport, la bagarre, ou encore le côté shonen avec des adolescents qui sont en plein développement pour devenir des adultes accomplis.
Donc la bouffe à l'école, dans les animés et mangas, c'est quasiment toujours représenté par le bento, sorte de panier repas qu'on mange dans la classe avec les autres élèves. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là dans la réalité, mais ce qui est le plus commun pour les Japonais, c'est d'aller à la cantine de l'école, qui est en fait comme une sorte de restaurant. Là où en France, on paye à l'année pour une cantine qui est une sorte de cafétéria, où on peut choisir différentes entrées ou desserts, on a quelques choix possibles. Et bien au Japon, c'est vraiment comme des restaurants, hein, puisqu'on peut choisir vraiment tout ce qu'on veut et on paye à la commande. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les animés mangas, qui sont vraiment centrés sur les bento dans la salle de classe, sûrement parce que c'est plus facile à mettre en scène et que ça laisse la place à plein de gags classiques, comme celui du mec qui ouvre son bento et qui a un truc tout pourri qui fait pitié, ou alors la fille qui prépare un bento pour celui qu'elle aime mais qui sait pas cuisiner. Voilà, ça c'est du grand classique. En tout cas, le plat favori des étudiants, c'est sans conteste le curry, le plat préféré des enfants japonais. D'ailleurs, le curry, c'est un plat très représentatif de la cuisine familiale au Japon. Ça plaît aux enfants, c'est nourrissant, ça peut se faire en grande quantité et être mangé sur plusieurs jours, et en plus de ça, c'est super facile à faire. Vous voulez que je vous montre ? Allez, je vais vous partager une recette ancestrale transmise par un vieux sage. C'est parti pour Shokugeki no Gigi. Par contre attention, hein, ça va tellement vous donner envie que vous allez finir à poil comme les persos de Food Wars. Alors on fait cuire des oignons dans une poêle qu'on fout ensuite dans une casserole. On coupe des pommes de terre et carottes qu'on fait cuire à la poêle et qu'on fout ensuite avec les oignons. On fait cuire du bœuf ou la viande que vous voulez, qu'on fout ensuite avec le reste. On ajoute de l'eau et on laisse cuire pendant 10 minutes. Après ça, on rajoute des petits cubes de curry qu'on peut trouver en France dans les épiceries asiatiques. Et 10 minutes plus tard, c'est prêt et on n'a plus qu'à servir ça avec du riz. Voilà, on a une belle assiette de curry. Ça se déguste pas avec les baguettes mais à la cuillère. Et pour encore mieux en profiter, on se pose devant un épisode sur Crunchyroll. Vous l'aurez compris, si la bouffe est si présente dans les animés et les mangas, c'est tout simplement parce que les Japonais adorent ça. Donc tout tourne autour de ça dans les discussions, hein, que ce soit à la télé, dans le train, au travail ou entre amis. Donc c'est tout à fait logique que ça se retrouve également dans leurs œuvres. On va maintenant aborder un autre thème très récurrent dans les animés et mangas, les matsuri, les festivals japonais. Dans chaque animé ou manga, il y a toujours un épisode où les personnages mettent leur plus beau yukata, une sorte de kimono d'été, et vont profiter d'un festival avec ses nombreux stands de bouffe et de jeux, où il y a justement souvent le perso principal qui va essayer de gagner une peluche pour la fille qu'il aime et puis il galère, voilà, c'est le running gag classique. Et ensuite ils vont profiter du feu d'artifice pour un petit moment romantique avec son lot de déclarations. Voilà, c'est cliché mais c'est très efficace. Dans le shintoïsme, la religion principale du Japon, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les animés et mangas, on dit que pour faire fuir les démons, il faut exprimer de la vie, donc rigoler, chanter, danser. Donc les matsuri sont un moyen de faire vivre tout un quartier et ainsi éloigner les mauvaises choses durant un bon moment. Par exemple ici, là vous voyez c'est tout calme, hein, mais 2-3 fois dans l'année, le quartier est en fête et ça donne ça. Les histoires d'amour et moments romantiques durant les festivals, c'est pas seulement dans les animés et mangas, hein, puisque on dit que les matsuri sont faits pour rapprocher les gens et créer de nouveaux liens. Donc clairement, pour un date, un matsuri avec notamment un feu d'artifice à la fin, c'est ce qu'il y a de mieux pour conclure. Alors sauf si vous avez un vieux moustique collé sur le front. La période où on retrouve le plus de matsuri, c'est bien sûr l'été, où par exemple à Tokyo, on en a plusieurs durant la même journée. En fait, autour du 15 août, c'est la période de Obon, la fête dédiée aux ancêtres qui est super importante au Japon. On apaise l'esprit des ancêtres en dansant le Bon Odori. C'est une danse qui est très célèbre, hein. Tous les Japonais apprennent à la danser dès le plus jeune âge, hein, à partir de 5 ans, et ils s'en souviennent durant toute leur vie. Je vous emmène donc découvrir à quoi ça ressemble dans un des festivals les plus impressionnants du Japon. Chaque année, tous les habitants de la ville de Gujo-Hachiman se mettent à danser sans s'arrêter toute la nuit jusqu'à 5 h du matin et ça donne quelque chose de vraiment exceptionnel.
l'ambiance est complètement ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il va être 4 h du mat. Et là, les gens sont en train de danser dehors. C'est assez fou. Donc l'été, c'est la période des festivals, mais on trouve en fait des matsuri tout au long de l'année, chaque mois, et certains ont une signification assez sympa, comme le Namahage Sedo Matsuri, qui a lieu chaque année en février au nord du Japon, et où des démons descendent de la montagne pour faire peur aux enfants et les menacer s'ils n'ont pas été sages. En plus des matsuri qui ont des significations spirituelles ou religieuses, on en trouve également plein pour les différentes floraisons tout au long de l'année. Donc là, pas de symbolique, c'est simplement pour profiter du côté éphémère de ces floraisons qui durent seulement quelques jours ou semaines. Évidemment, la plus connue, c'est celle des sakura, les cerisiers qui marquent le début du printemps, mais il n'y a pas que ça. Je vous propose donc un petit florilège de ces festivals dédiés à différentes floraisons tout au long de l'année, avec bien sûr des cerisiers, mais aussi des azalées, des chrysanthèmes, des tournesols ou encore des hortensias. Voilà, donc les matsuri sont omniprésents dans le quotidien des Japonais, que ce soit des festivals spirituels ou bien simplement pour profiter des différentes floraisons tout au long de l'année. Et donc c'est tout à fait normal qu'on les retrouve également dans les animés et mangas. On va maintenant s'intéresser à un dernier thème, lui aussi assez présent dans les mangas et animés, les onsen, les sources thermales japonaises. Dans la plupart des séries, on a toujours un épisode où les personnages partent en week-end à la campagne pour profiter des sources chaudes et où le héros se trompe et se retrouve dans le bain des femmes. Voilà, ça c'est le schéma classique. C'est souvent le moment où les personnages se confessent, parlent de ce qu'ils ressentent et arrivent ensuite à y voir plus clair. Et c'est quelque chose qui est assez connu au Japon puisqu'on dit que les onsen permettent de se mettre à nu dans tous les sens du terme et de pouvoir communiquer plus facilement avec les autres. Oui, j'ai bien dit à nu parce que les onsen c'est forcément à poil. Donc on met sa plus belle tenue d'Adam. Donc le onsen, au-delà de pouvoir proposer un petit peu de fanservice histoire de se rincer l'œil, permet souvent de faire avancer une intrigue amoureuse. Le onsen va de pair avec le voyage dans la campagne qui généralement marque un temps fort dans le récit. Après ça, on reviendra à la vie quotidienne, la même qu'avant, sauf qu'il y aura quelque chose qui aura changé de par le voyage. Ça fait des siècles que les Japonais raffolent des onsen, c'est une vraie histoire d'amour, et quand ils voyagent, il y a quasiment toujours un onsen au programme. Le problème qu'il peut y avoir avec les animés mangas, c'est qu'ils mettent toujours en scène des onsen incroyables, des trucs magnifiques avec des bassins extérieurs immenses, et donc quand on voyage au Japon, on peut facilement être déçu parce que ça représente qu'un infime pourcentage des onsen du Japon. Allez, je vous montre une petite sélection de ce qu'on peut appeler des onsen de grands brigands. Voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur 3 motifs récurrents dans les animés et mangas, la bouffe, les matsuri et les onsen. Vous l'aurez compris, s'ils sont si présents dans les œuvres, c'est tout simplement parce qu'ils sont également très présents dans la vie des Japonais. Et la conséquence de tout ça, c'est que nous, occidentaux, quand on mate nos mangas et animés préférés, on intègre de manière naturelle, sans le savoir, ces éléments de culture japonaise et on a envie d'en faire l'expérience. Ça explique donc pourquoi quand on vient au Japon, on a forcément envie de goûter à plein de plats de la cuisine japonaise, de profiter d'un matsuri et de faire l'expérience d'un onsen en pleine nature. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite et je vous laisse profiter de l'animé party.